Madame, Messieurs, vous nous regardez à travers le monde. Je l'ai dit au départ, nous parlons de la crise humanitaire. Bienvenue encore une fois à l'école des valeurs républicaines. Nous sommes avec le professeur Dr Kennedy Kirangi Bindou. Ici, il va exposer sur la crise humanitaire ici dans la ville touristique de Goma. Nous sommes en République démocratique du Congo à l'Est. Professeur, vous avez directement la parole dans moins de 20 minutes. Je crois que vous aurez déjà fini. Absolument. Merci beaucoup, M. Foster. Voilà, nous voulons encore saluer tout notre auditoire, tous les participants, tous ceux qui sont des téléspectateurs. Nous sommes donc à l'Université libre de Pays de Grand Lac, au centre CREDA. Merci beaucoup à M. Faustin, merci beaucoup à l'auditoire ici présent. Nous avons donc estimé qu'il fallait présenter la situation de la ville de Goma, la crise humanitaire qui s'annonce déjà dans la ville de Goma. Il y a des victimes silencieuses des atrocités à Goma et on ne parle pas. Alors nous avons estimé que comme scientifiques, on devait se retrouver, discuter froidement de cette problématique, de cette question. Voilà, donc nous sommes ici, là pratiquement, nous voulons présenter la carte postale de la ville de Goma et tout ce qu'il y a comme crise actuellement dans la ville de Goma. La crise, c'est que nous commençons d'abord par la population de Goma. Goma est une ville qui est peuplée d'environ plus de 2 millions d'habitants. Nous avons au moins plus de 2 millions d'habitants. Il y a de cela une année, nous étions à plus de 2 millions 100 personnes habitant dans la ville. Et donc nous avons préféré prendre juste le niveau bas de 2 millions d'habitants dans la ville de Goma. La ville de Goma, c'est une ville située, en fait, qui a au nord de la ville, nous avons ici le parc national de Virunga, et du côté de nord-ouest, nous avons toujours le parc national de Virunga. Au niveau du sud de la ville de Goma, nous avons le lac Kivu, et à l'est de la ville de Goma, nous avons la ville rwandaise de Gisenyi. Cette ville où Goma est considérée comme étant le grenier de la République, c'est pour ne pas dire de la région depuis plusieurs années. La ville de Goma nourrit plusieurs autres villes de la région et aussi du pays. C'est une ville universitaire. C'est une ville écologique. La ville de Goma est une ville aussi politique. Elle devient de plus en plus politique parce que désormais la ville de Goma est placée maintenant au niveau presque d'une ville internationalisée, parce qu'on le met au niveau de la ville de Bujumbura, qui est une capitale de Burundi, et aussi de Kampala, qui est la capitale de l'Ouganda. Et donc ça constitue un pivot entre la RDC et ces deux autres capitales dans la région. Donc 3 capitales, Kigali, Bujumbura, et aussi la capitale de Kampala. La ville de Goma, c'est une ville touristique, mais une ville touristique au cœur de grandes richesses. Au cœur de grandes richesses qui constituent la convoitise de plusieurs autres nations. C'est une ville écologique. C'est une ville qui contient, il y a des drames humanitaires multiples depuis plusieurs années. C'est une ville marquée aussi par une métamorphose incroyable à partir de ses infrastructures, mais aussi d'une dynamique communautaire aussi forte. C'est une ville hospitalière parce qu'en fait, on annonce, on remarque des mouvements de population, des mouvements intenses. Et c'est là, particulièrement, on a enregistré l'arrivée massive de réfugiés rwandais à 1994. Ça a été le moment fort de ce mouvement de population, mais aussi de cet aspect ou de cette ville hospitalière qui reçoit plusieurs personnes. C'est une ville en fait aussi marquée par les arrivées de personnes déplacées, des personnes déplacées internes, ici dans cette région, dans cette ville, suite aux conflits armés, mais aussi aux catastrophes naturelles. Le volcan, il y a eu autant d'éruptions, et ces éruptions ont engagé ou entraîné aussi des déplacements intenses des populations. C'est une ville très exposée à plusieurs réalités, ce qui veut signifier le caractère exposé de cette ville fait que l'autorité dans cette ville doit avoir un plan de contingence au quotidien, et ce plan de contingence qui doit être suivi régulièrement. C'est une ville marquée par une insécurité alimentaire. Insécurité alimentaire depuis un temps, parce que dès la prise de l'entité de Bunagana par le M23, M23 occupe Bunagana depuis le 13 juin 2022. Depuis ce temps-là, l'accent où il y a une accentuation de l'insécurité alimentaire dans la ville de Goma, cette ville touristique. Eh bien, les statistiques récentes démontrent ou présente un tableau de mouvements encore forts de population dans la ville. Alors, nous avons maintenant des populations hautes avec des populations déplacées. Alors, les statistiques aujourd'hui nous donnent ce tableau.
nous avons dans cette ville de Goma plus ou moins d'1 million d'habitants. La matrice de suivi des déplacements qui a été faite par les organisations des Nations Unies et d'autres partenaires présente aujourd'hui dans la ville de Goma, on a enregistré à la date du 11 février 2024 au moins une arrivée de population de l'ordre de 1 659 550 personnes déplacées à Goma, à la date du 11 février. Donc aujourd'hui, nous sommes le 19 février, donc 8 jours après, on ne sait pas combien d'autres personnes sont arrivées dans la ville. Mais nous maintenons d'abord les 1 659 550 personnes déplacées arrivées dans la ville de Goma. Dans ce tableau de statistiques, nous avons dans ce nombre-là 58% de femmes, 42% d'hommes et au moins 14% des enfants de moins de 5 ans. Les ménages qui ont reçu ces personnes, nous avons 345 642 ménages, nous avons 893 289 individus qui ont été accueillis dans différents ménages dans la ville de Goma. Lorsqu'on tire le total, les estimations des personnes dans la ville de Goma, si on doit considérer les 2 millions d'habitants de la ville de Goma, à ces 2 millions, nous ajoutons les personnes déplacées, nous ajoutons 1 659 550 personnes arrivées à Goma. C'est qu'aujourd'hui, au total, nous avons 3 659 550 personnes dans la seule ville de Goma. Alors, dans ce tableau-là, dans ce chiffre, nous ne mettons pas les visiteurs dans la ville de Goma. Nous ne mettons pas les contingents que nous avons. Nous avons le contingent de la MONUSCO dans la ville, ne sont pas comptabilisés là-bas. Nous avons le personnel des agences de la famille des Nations Unies, ne sont pas comptabilisés. Nous avons le contingent des forces de la SADC, ils ne sont pas comptabilisés. Donc vous pouvez déjà vous imaginer, on peut avoisiner 4 millions d'habitants dans la ville de Goma. Alors, cette ville, ces mêmes statistiques présentent le mouvement de population et nous sommes posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a tout ce mouvement de population? Quelles sont les causes principales des mouvements de population dans cette région, dans la ville de Goma? 1. Nous avons les conflits armés. Et aujourd'hui, en droit, nous qualifions les conflits armés dans la région comme étant les conflits armés internes internationalisés. Le caractère internationalisé démontre qu'aux côtés des forces rebelles, il y a des forces étrangères. Ça veut dire, lorsqu'il y a un État qui intervient sur le territoire de l'autre, le fait d'intervenir du côté d'une rébellion donne à ces conflits un caractère international. Et quand ça donne un caractère international, ça veut signifier, dans le cas d'espèce, qu'il y a agression ici. Et s'il est établi qu'il y a agression, le droit international a des règles appropriées pour fixer le comportement ou pour poursuivre les auteurs ou pour poursuivre les personnes qui commettent le crime ou l'État aussi qui attaque l'autre. Parce que là, on doit qualifier l'agression et c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui doit agir. Il y a un régime approprié pour ça. Les débats, la conférence d'aujourd'hui ne portent pas sur cet élément, mais je tenais à souligner cette particularité. Deuxième élément, nous avons des territoires occupés aujourd'hui par le rebelle. Ces territoires occupés par le rebelle, le statut d'un territoire occupé en droit international humanitaire donne aussi certaines orientations et certaines compréhensions. Dans la ville de Goma, nous notons aussi, parmi les causes de mouvement, on note aussi un exode rural important. Nous notons également la multiplicité des groupes armés dans la région. Cela constitue aussi une des raisons de mouvement de population. Le conflit armé, l'exploitation illicite de minerais contribue aussi à ces mouvements de déplacement. Il y a une catastrophe naturelle. À Bukavu, il y a déjà une répétition de certaines catastrophes. Le fait qu'il y ait tout ce souci à Bukavu, ça fait qu'il y ait des populations qui quittent aussi Bukavu et viennent à Goma. Ce qui augmente aussi le nombre de populations dans la ville de Goma. On note aussi des mouvements de petits commerçants et agriculteurs transfrontaliers. Ça veut dire qu'il y a des petits commerçants rwandais qui chaque matin traversent la frontière, arrivent à Goma. Les agriculteurs, ils quittent le Rwanda, ils viennent aussi passer leur journée à Goma. Ce qui fait que le nombre de la population au quotidien augmente. À cela, on ajoute aussi ceux qui sont dans les métiers. Plusieurs citoyens, plusieurs jeunes Rwandais qui sont des maçons, des menuisiers, des carreleurs, et beaucoup d'autres, ils quittent le Rwanda et viennent passer leur journée à Goma.
À cela, il faut ajouter aussi les écoliers, les universitaires, les étudiants qui quittent les villes voisines, des pays voisins, notamment le Rwanda, qui passent aussi leur journée à Goma. Quand ils viennent à Goma, ils passent les journées ici, ils doivent manger. Ils doivent être nourris. Donc, ce qui augmente déjà aussi le poids de sollicitation en termes de besoins pour passer toute la journée à Goma. Au-delà de cela, il y a maintenant des défis énormes liés à la prise en charge des populations. Nous avons les populations hautes à Goma, nous avons aussi les populations déplacées. Comment se passent les relations entre les populations déplacées et les populations hautes? Quels sont les défis? Parmi ces défis, aujourd'hui nous savons d'abord que la ville de Goma c'est une ville isolée d'autres entités aujourd'hui. Il y a donc un besoin énorme d'approvisionnement en produits vivriers à Goma. Parce que si nous disons maintenant qu'aujourd'hui la population avoisine 4 millions d'habitants dans la ville de Goma, comment nourrir toutes ces personnes? Alors, comment approvisionner la ville en produits vivriers pendant que nous savons qu'il y a déjà toutes les routes qui sont fermées, bloquées par les rebelles? Du côté de Kibumba, il n'y a pas de passage. Du côté de Kichanga, il n'y a pas de passage. Du côté de Masisi, il n'y en a pas. À Chacha, aujourd'hui, aller vers Minova, il n'y a pas de passage. Comment approvisionner la ville? Deuxième question, ou deuxième préoccupation et défi, c'est la rareté des produits vivriers sur le marché. Nous constatons déjà une rareté des produits vivriers sur le marché. Et le prix ne fait qu'augmenter. Ce qui ne réjouit pas le pouvoir d'achat de la population de la ville de Goma. Alors, il y a une crainte que nous formulons. Il y a une catastrophe qui s'annonce dans la ville. Et la crainte, c'est qu'au-delà d'une semaine, si dans une semaine l'autorité n'arrive pas à prendre des dispositions, tout ce que nous avons comme réserve dans les dépôts de la ville de Goma, ces réserves vont finir. Et quand les réserves vont finir, comment est-ce que la population va se comporter? Comment la population sera-t-elle nourrie dans la ville de Goma? C'est là qu'il faut qu'on agisse avant qu'il ne soit tard. Une semaine. Il y a un souci ici de la gestion de la frontière. Gestion de la frontière Gisenyi-Goma. Comment cette frontière sera gérée et continue à être gérée pendant cette période de crise? Que pense l'autorité par rapport à la gestion des mouvements transfrontaliers entre les deux villes? L'autre souci, c'est la gestion du trafic sur les lacs. Parce que la seule voie d'approvisionnement reste le lac. Mais quand on annonce sur les lacs, il y a des bateaux de fortune malheureusement. Les gens prennent des bateaux de fortune pour quitter Minova et les autres entités, venir approvisionner la ville de Goma. Mais ces bateaux peuvent être détruits. Les bateaux peuvent être attaqués. Les gens sont très exposés en prenant ces bateaux à venir à Goma. L'autre souci, il s'annonce une promiscuité dans la ville. Et la promiscuité fera qu'il y ait des maladies. Que pense l'autorité par rapport à des préventions, des mesures préventives? Une assistance médicale s'avère nécessaire. Et de manière très urgente. Il y a le besoin en nourriture dans la ville, comme nous venons de le dire. Les produits vivriers deviennent de plus en plus rares sur le marché. Il y a le besoin d'eau potable. La régie des eaux, depuis déjà 2-3 jours, il y a un souci d'approvisionnement de la ville en eau potable. Ce qui annonce déjà aussi une autre catastrophe. Il y a le problème d'abri. Quand on va dans les sites où se trouvent les déplacés, eh bien, ils n'ont pas d'abri. Ça fait un souci. L'autre défi, c'est la prise en charge des personnes blessées parmi les personnes déplacées. Si vous êtes dans les hôpitaux dans la ville, vous allez trouver qu'il n'y a pas une prise en charge à la hauteur de besoin de ces personnes blessées dans les milliers de déplacés. Il n'y a pas que de blessés dans les milliers de déplacés, il y a aussi des victimes de bombes larguées sur la ville de Goma. Ici dans la ville, ça devient un autre souci majeur. À cela, l'augmentation du nombre de la population entraîne aussi le problème d'insécurité dans la ville. Et cette insécurité, tout le monde ne sait pas qui est qui contrôle quoi. Alors, nous avons aujourd'hui 4 sites qui ont été, qui reçoivent aujourd'hui des déplacés, des personnes déplacées. Nous avons les sites principalement. Nous avons les sites de Bulembo, Lushagara, Kanyaruchina et Roussayo. Ces différents sites, comment sont-ils gérés? Comment la sécurité se passe dans ces sites? C'est un souci qui agit, qui intervient. Nous avons aussi ici, dans la ville, un problème d'augmentation du nombre des enfants dans les rues. Le maïbobo, les enfants dans les rues deviennent nombreux, le mandia devient nombreux. L'insécurité dans la ville devient de plus en plus grandissante. Il se pose un problème. Je venais d'annoncer la problématique des bombes qui ont été larguées sur la ville. Et vous savez que c'est là, lorsqu'on cible dans une guerre, vous larguez des bombes dans une ville,
eh bien, vous commettez déjà des crimes. Et c'est un crime de guerre. Alors, ce crime de guerre, lorsque vous ne vous orientez pas vers les cibles militaires, vous orientez vers les cibles civiles, les objectifs civils, vous commettez des crimes. Et là, c'est déjà la CPI qui doit être invitée. Pour le crime contre l'humanité, le crime de guerre qui se commettent. Et là, c'est la Cour pénale internationale. Donc, en droit, ça c'est une question particulière que l'on peut encore approfondir. Nous avons, depuis un temps, des manifestations spontanées dans la ville. Alors, il revient à l'autorité de prendre des dispositions, des mesures préventives pour nous empêcher cela. Quelqu'un peut se réveiller un matin et dire, on ne bouge pas aujourd'hui, et on ne bouge pas. Ça perturbe tout dans la ville. Alors, au-delà de cela, il y a toujours une menace permanente d'attaque sur la ville. Ce qui crée un déséquilibre psychologique dans le milieu de la population. Ça s'installe au quotidien. Comment gérer cela? Alors, nous parlons de l'insécurité alimentaire. Nous parlons du besoin d'une assistance humanitaire dans la ville. Aujourd'hui, il y a un acteur de la société civile qui est avec nous, M. Vicard. Il a fait son analyse et lui il pense, pour trouver des solutions à ce problème, il faut que nous arrivions à prendre certaines mesures. Des mesures d'atténuation, des mesures d'adaptation, une résilience. Et là, c'est M. Vicard. Alors, selon lui, il y a au moins 4 à 5 éléments comme état de piste, des solutions, si pas des solutions durables, mais au moins pour sauver les questions urgentes. Et là, 1, selon lui, il estime qu'il faut accorder une faveur fiscale aux vendeurs et revendeurs de denrées alimentaires et autres produits de première nécessité dans la ville, en revoyant le prix qui tient compte du pouvoir d'achat de la population. Il estime que ça, c'est la première mesure qui doit être prise. Deuxièmement, il faut mettre fin aux tracasseries routières pendant cette période de psychose et de traumatisme. Ça veut dire, nous avons beaucoup de roulage dans la ville, la police de roulage. Il estime qu'il faut voir comment est-ce qu'on peut mettre fin à ce genre de pratiques routières. Troisièmement, il faut lancer les opérations militaires dans tous les axes. Du côté là où il y a tous les rebelles, tous les axes là où c'est bloqué, c'est fermé. Pour ouvrir des couloirs, que nous qualifierions de couloirs humanitaires. Quatrièmement, il faut amplifier les pressions diplomatiques contre les dirigeants des pays agresseurs de la RDC et pour imposer la paix. Il estime qu'il faut une forte pression diplomatique et imposer la paix ici. Et enfin, il estime qu'il faut permettre les retours de déplacés dans leur milieu, ces milieux d'origine. Et il estime qu'en faisant cela, on se tente de résoudre la problématique actuelle de la sécurité alimentaire dans la ville de Goma. Pour clôturer, nous avons estimé qu'il faut lancer un cri d'alarme. Et le cri d'alarme, c'est quoi? Nous avons vu un tableau de propositions. 1. Nous pensons qu'il faut une cessation immédiate de la guerre, de ces conflits armés. Il faut mettre fin à ça. Par quelle voie l'autorité doit réfléchir? Parce que l'autorité est là pour ça. Ça veut dire qu'il faut réfléchir, la population a besoin de la paix, il n'y a pas autre chose. Donc quand on a des responsabilités, on doit s'assumer. Et il faut donner la paix à la population. 2. On a besoin du retour des personnes déplacées dans leur milieu d'origine. Les gens doivent rentrer chez eux, dans leur village. Parce que ce n'est pas aussi facile de s'adapter dans une ville comme celle de Goma. Ces villageois, les gens qui quittent leur milieu sont des agriculteurs. Et du coup, vous les amenez dans une ville, ils ont des difficultés de tenir. Troisièmement, il faut une assistance humanitaire urgente. Nous venons d'annoncer le fait que si dans une semaine, on arrive à prendre des dispositions, une semaine après, on n'aura plus de produits sur le marché en ville de Goma. Ça veut dire qu'il faut que l'autorité intervienne le plus tôt que possible. Quatrièmement, nous pensons qu'il faut qu'il y ait des initiatives au niveau local. L'initiative, ça veut dire, nous lançons l'appel à des personnes de bonne foi qui peuvent venir au secours de la population. Ça veut dire, nous qui sommes dans la ville, ceux qui sont dans d'autres villes de la République, ceux qui sont dans la diaspora, doivent nous venir en aide. Nous venir en aide. Cinquièmement, nous avons besoin d'une intervention urgente du gouvernement. Le gouvernement doit intervenir pour soulager tant soit peu le besoin de ces personnes déplacées, pas seulement les personnes déplacées, mais aussi toute la population de la ville de Goma. La communauté internationale n'est pas épargnée. C'est que la communauté internationale a un devoir d'assistance. Et pour intervenir, cette communauté, elle a le devoir principalement de nous ouvrir des couloirs. Ça veut dire tous les axes qui sont fermés, qui sont bloqués. Route Kibumba, route Rutshuru, route ici Kichanga, Sak, Massissi et Bukavu. La MONUSCO qui est avec nous doit ouvrir ça dans une semaine. Il faut que la MONUSCO fasse tout. Nous, on n'a pas besoin d'explications. L'essentiel de tout ce dont on a besoin, c'est la route ouverte et on amène les produits à Goma. Et ça, c'est la MONUSCO. Les enseignants,
les étudiants, les chrétiens, les organisations de la société civile, nous devons tous travailler pour assister ceux qui sont déjà dans la ville. C'est-à-dire qu'il faut une collecte générale. Il faut une collecte générale. Tout celui qui a quelque chose, qui l'amène pour subvenir aux besoins de ces 4 millions d'habitants dans la ville de Goma. Alors pour ça, nous pensons que nous devons agir ensemble. L'heure n'est plus au tâtonnement. On n'a pas besoin de décisions de tâtonnement. On a besoin de décisions précises et concrètes. Parce que l'avenir de la nation est ici en jeu. Et quand on parle de l'avenir de la nation, on ne badine pas, on ne rigole pas. C'est une décision qui est prise et on agit. Le peuple congolais, comme tous les autres peuples, c'est un peuple qui a droit aussi à la paix et à la sécurité. Ça fait plus de 30 ans, plus de 3 décennies que l'on est en train de vivre des situations comme ça de guerre. Ça doit finir, ça doit cesser. Et c'est là que nous, au niveau des valeurs, au niveau des CREDA, avec l'école de valeurs républicaines, nous avons estimé que nous devons lancer l'opération. Et lancer l'opération, c'est d'agir pour venir au secours de nos compatriotes. Il y a une prise en charge qui doit être d'abord au niveau local. Et cette prise en charge, nous avons estimé qu'il faut lancer ce qu'on appelle l'opération Oumoja Lirouvu. Pour travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est d'abord se prendre en charge, comme dit le professeur Dadi Sali. Dadi Sali, il est de la logique de la prise en charge du Koujitegemer. On doit le faire. Deuxièmement, nous sommes en guerre. Nous devons vivre cette guerre. Et comme disait l'honorable prince qui est avec nous, avec son opération aussi, Toufana de Vita, ça veut dire quand on est en guerre, on ne doit pas faire comme si on n'est pas en guerre, les gens sont en train de festoyer, sont en train de rigoler, mais quand on voit les autres nations quand elles sont en guerre, comme les présidents, nous connaissons les présidents ukrainiens, vous savez ce qui se passe en Ukraine, les gars, depuis que la guerre a commencé chez lui, il n'a jamais mis une cravate. Moi j'ai placé même une cravate aujourd'hui, donc je ne devais pas placer la cravate. Ce qui veut dire, il y a une interpellation mutuelle. Même aussi l'honorable prince, j'espère qu'il n'a pas mis la cravate, parce qu'il faut tout faire vite, et on doit le faire. Alors, aussi dans la même logique, il nous revient, nous tous, parce que j'ai vu aussi le master vicaire qui a annoncé toute une opération qu'il faut travailler. C'est dans cette logique que donc le CREDA, nous, ici à l'université, et il y a l'organisation qui est dirigée par notre collègue vicaire de la société civile, et la télévision Live App de M. Faustin, on a estimé qu'il devait lancer cette opération en vue de venir au secours de ces populations qui souffrent, de ces populations qui sont en difficulté. Donc nous avons des victimes silencieuses et qui doivent être assistées. Le temps n'est plus là pour des distractions. Nous devons agir, nous devons intervenir. Voilà donc, M. Faustin, le message qu'on voulait lancer à l'ensemble de la population, à l'ensemble de nos auditeurs, pour dire que nous devons nous engager, nous devons agir et toute considération faite, nous réalisons que si dans une semaine, au-delà d'une semaine, le lundi prochain, il faut qu'il y ait déjà des mesures concrètes qui doivent être prises par l'autorité pour nous éviter le pire, pour nous éviter la catastrophe dans cette ville et que l'on puisse arriver à soulager tant soit peu la population dans sa crise. Merci, M. Faustin, c'est l'essentiel de ça. Des retours sur ce plateau avec le professeur Dr Kennedy Kirangi Bindou, mais également avec le master M. Vicard. Professeur, merci pour ce brillant exposé. Je vous en prie, merci. Ça a été vraiment excellent. Je pense qu'il faut le faire pour la cause de la nation. Bien que vous n'avez pas respecté l'État, je vous ai donné 20 minutes. Hein. Quand on est en crise, c'est difficile de respecter. Voilà, c'est l'honorable prince Kiangi. Il a dit que le professeur docteur a ressemblé à la guerre. Donc, Alifanana vite. Voilà, c'était une question pour nous de prendre juste un peu de l'air pour continuer avec cette émission. Professeur docteur Kennedy Kirangi, grand merci encore une fois, monsieur Vicard. J'ai entendu, on vous a cité dans cet exposé du professeur docteur Kennedy Kirangi Bindou, il a parlé d'ailleurs de vos réflexions. Est-ce qu'il a été fidèle? En tout cas, à 1000% fidèle, parce que nous avons lancé un cri de détresse. Cela a été diffusé même à la radio Capi et à la radio Paul FM, dont nous encourageons toujours la bravo. Et peut-être avant de continuer, je tiens à présenter encore une fois ma compassion à toutes les victimes. Parce que déjà, la ville de Goma elle-même, plus de 4 millions d'habitants, alors que nous avons une population qui dépend, qui vit autour du jour, lorsqu'elle reçoit encore des victimes, c'est-à-dire cette même population, c'est-à-dire la population d'accueil, devient de plus en plus aussi victime.
Et j'ai aimé l'intervention du professeur Kennedy lorsqu'il dit que l'assistance doit cibler et les déplacés et les familles d'accueil, parce qu'ils sont dans la même situation. Alors, ce que le professeur a présenté par rapport à la manière de voir les choses, parce que nous sommes dans une société civile où on ne se limite plus au fait de présenter seulement ce qui ne marche pas, mais aussi lorsque nous analysons profondément la situation de notre pays, nous avons la possibilité de proposer des pistes d'action, des pistes de solutions. Et là, j'ai demandé notamment, parce que vous savez, actuellement, et moi c'est une question que je me pose toujours, la crise s'exacerbe chaque fois que nous entrons dans la période de récolte de nos produits agricoles. Quand vous faites l'analyse depuis Bunagana, quand ils avaient pris Bunagana, c'est lorsque la population de Rutshuru était en train de récolter les produits champêtres. Actuellement, moi, à travers l'organisation FDAPIC, nous avons des champs dans le territoire de Massissi, de Rutshuru, et même jusqu'à maintenant. Pour cette saison culturelle, nous avons récolté des tonnes et des tonnes de maïs. Mais ça va passer où? Et c'est le même maïs qu'on achète à moins cher dans Rutshuru, ça passe dans les pays voisins et on les amène encore à Goma à un prix élevé. Donc nous sommes dans une guerre, pas seulement, elle est devenue beaucoup plus économique. Parce que les gens cherchent à exploiter abusivement ou illicitement nos ressources naturelles. Donc nous sommes dans un pillage systématique des ressources naturelles, mais également les gens cherchent à s'enrichir. Et ça passe mal dans mes oreilles lorsqu'un État cherche toujours à s'inventer qu'il est en train de prôner le développement, alors que son développement se fait sur base du sang des citoyens de notre pays. On doit mettre fin à cette pratique. Parce que s'il faut exploiter, si vous avez besoin de mieux vivre avec un riche, l'approche pour moi est qu'il faut être en bon terme avec ces riches-là. Comme ça, chaque matin, s'il a du thé, il a du pain qu'il a donné à ses enfants, il va aussi songer à tes enfants. Mais pas venir la nuit pour traquer ces riches afin de nourrir vos enfants. C'est ce que nous sommes en train de vivre en RDC actuellement avec nos pays voisins. Mais bien sûr qu'eux aussi seraient des marionnettes, sont utilisés quelque part par des pays complices. Alors moi, je me suis dit, les autorités, on n'a pas le droit seulement de pleurnicher. Lorsqu'il y a une situation qui se présente, il faut prendre des dispositions utiles. Il faut prendre des solutions, des mesures adaptées au contexte. Quand nous passons par exemple dans la ville, vous allez constater, sur les différents carrefours, plus de 8 éléments de la police de circulation routière, alors que si on ne laissait ne fût que 2, il faut faire réaliser le travail que les 8 réalisent. Et là, ils peuvent avoir seulement 2 rôles principaux. Premièrement, ils peuvent procéder au check-in de tous les véhicules parce que la ville peut être infiltrée. Et le deuxième rôle, c'est la prévention des accidents de circulation routière. Donc, à ce niveau-là, l'autorité aurait pris une décision qui tient compte de la réalité. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Il y a des tracasseries. Lorsqu'on vous demande les documents, si vous avez tous les documents, ils ont tendance même à demander la carte de baptême du véhicule. Ouais. Ça, c'est anormal. C'est pour qu'ils vous amènent seulement à l'étape de demander l'argent. Il va vous brandir une contrevention qui ne ressemble même pas à une véritable contrevention. Parce qu'une contrevention sans numéro de compte bancaire, là, on doit verser l'argent, n'en est pas une. Parce que l'argent, par rapport à une contrevention, doit entrer dans le trésor public et non dans le trésor oblique. Et donc, c'est une mesure que nous demandons en toute urgence que les éléments de la PCR puissent mettre fin à la tracasserie et s'occuper seulement de ces 2 rôles. Alors, la faveur fiscale, c'est une extrême urgence. Et ça, c'est par rapport aux différentes alertes que nous avons reçues de la part de la population qui fréquente les différents marchés de la ville de Goma, et notamment le marché de Kituku, où ils trouvent des milliers, donc plusieurs taxateurs dans un même marché.
Et lorsqu'il y a hausse des taxes sur les denrées alimentaires, les vendeurs et les revendeurs vont aussi hausser les prix. Et par conséquent, c'est cette population qui va souffrir davantage, surtout que la population n'a même plus des sources de revenus. Aujourd'hui, on ne peut plus faire les petits commerces dans la ville. Pourtant, nous avons une population résiliente qui vit des petits commerces. Alors, donc c'est parmi les mesures vraiment urgentes que nous avons proposées. Et ça, c'est à court terme. Mais à moyen et à long terme, il faut apporter une solution durable à la crise. Et la solution durable, notre armée ne doit pas toujours jouer à la défensive. Donc il faut attaquer, il faut organiser les opérations militaires et surtout insister sur la coordination. Le professeur a parlé de plusieurs forces sur les sols dans la ville de Goma. Mais on se pose la question au niveau de la société civile s'il existe un mécanisme efficace de coordination de toutes les forces. Nous avons les Ouazalènes, nous avons les instructeurs, certains les appellent mercenaires, nous avons la force de la SADC, nous avons la MONUSCO, FARDC, police, toutes ces forces. Comment se coordonner? Donc ce que nous avons demandé, nous, il faut que les opérations militaires soient organisées dans tous les axes, au même moment. C'est-à-dire si on attaque par exemple à la même minute, du côté Bunagana, il y a une force qui commence là-bas. Du côté Nyami-Lima, vers Ishacha. Du côté Mabenga. Et puis une autre partie qui va prendre Kibirizi, Boalanda. Nous attaquons sur l'axe Kichanga, Kingi-Kichanga. Nous prenons l'axe Massis. Donc partout où nous savons qu'il y a les éléments de M23, on peut organiser les attaques au même moment parce que ça va permettre de couper les chaînes d'approvisionnement. Donc ils n'auront plus des munitions, ils n'auront plus de renforts et ça va donner au gouvernement la force de trouver une solution le plus vite possible. Mais également, il faut, au niveau diplomatique, nous avons suivi les sommets qui a eu lieu à Addis Abeba. Moi, c'est avec les larmes aux yeux que j'ai suivi les échanges entre les responsables des États qui se chamaillent autour d'une table au lieu de parler de la véritable préoccupation, les véritables problèmes. Le professeur a parlé des causes profondes de cette insécurité, de cette guerre. Mais à leur niveau, imaginez-vous un État qui accuse un autre en disant « vous avez une mauvaise gouvernance chez vous ». Mais nous sommes souverains. Où est partie la souveraineté des États? Ce n'est pas un État qui... Et donc, un État voisin qui se transforme en une société civile de la RDC pour dénoncer la mauvaise gouvernance. Ils ne se sont pas limités à là-bas. Ils ont aussi parlé d'une question d'une communauté. Donc d'ailleurs, moi, j'ai peur. Parce que le lendemain de cette communauté risque d'être pire mondialement. Lorsqu'on vous salit, on détruit votre réputation à travers le monde, ça c'est inacceptable. Donc, il y a nécessité à ce qu'on puisse amplifier la pression diplomatique. Parce que vous avez suivi pendant les élections, on avait demandé aux rebelles d'arrêter. Et les élections se sont passées sans un seul coup de balle. Donc c'est pour dire un seul message, ce petit stylo avec un bout de papier peut mettre fin à cette guerre, s'il y a la volonté politique. Voilà, s'il y a la volonté politique. Monsieur Vicard, je vous retiens et je rappelle que vous êtes acteur de la société civile. Vous êtes membre, si pas coordonnateur, de l'organisation SOUE, une organisation... F-Rapide. Ouais. Ce que je connais, c'est SOUE, parce que j'ai eu à avoir beaucoup d'interventions avec vous dans le cadre de SOUE, parce que vous intervenez dans les soutiens des militants pro-démocratie. J'ai eu quand même à travailler avec vous, monsieur Vicard. Vous êtes membre de la société civile, donc vous êtes mieux placé pour cette émission. Je vous retiens. Professeur docteur Kennedy Kirangi Bindou, j'ai une question, si pas deux, avant d'accorder quand même la parole au public. Professeur, vous avez parlé des causes lointaines pour cette guerre. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire d'une manière pragmatique pour mettre fin à cette guerre et comment est-ce que nous, population, pouvons faire pour prendre soin des victimes de cette guerre? Merci beaucoup, monsieur Foster. Moi, je crois que d'abord, aujourd'hui, l'imminence aujourd'hui, c'est d'abord la prise en charge de ces personnes déplacées et de la population d'accueil, c'est dans la ville de Goma.
Et là, c'est là que je suis en train de dire qu'il faudrait qu'il y ait un plan de contingence. On a besoin d'un plan de contingence. Ce plan de contingence voudrait signifier, là, j'ai annoncé, je dis que dans une semaine, dans 8 jours, si le lundi prochain, il n'y a pas de solution à l'approvisionnement en produits vivriers dans la ville, nous risquons d'être asphyxiés davantage. Et la population risque de se retourner contre l'autorité. Nous risquons d'avoir des marches spontanées dans la ville parce que les gens n'auront pas à manger. On dit ventre creux d'un point d'oreille. Mais il faut vite agir. Ça, c'est d'abord l'urgence dans laquelle nous devons tous nous engager. Population, pouvoir public, l'autorité, pour résoudre cette question-là. Et c'est là que je disais, il faut ouvrir, entre guillemets, des couloirs humanitaires. C'est-à-dire, les voies qui sont bouchées là, il faut les ouvrir. Et c'est là que je demandais que la MONUSCO doit intervenir ainsi que la SADC, à côté des FRDC. Pour ouvrir, il n'y a pas de choix. Il faut ouvrir ces voies-là pour approvisionner la ville. Ça, c'est d'abord une solution urgente. Pour la solution, vous avez dit lointaine ou durable, là où il faut aller. Mais non, il n'y a pas de solution. Nous voulons que l'autorité puisse réunir les intelligences de la République. On doit réunir toutes les personnes qui peuvent avoir des propositions concrètes à la crise. Parce que nous avons comme l'impression que les questions se limitent à être dans un cercle réduit des gens. Donc il y a des poignées de gens qui se mettent dans un coin. Bon, des fois on peut penser que les gens vont nous apporter le miracle. Et après on est surpris. Donc c'est mieux que l'on puisse prendre l'initiative. Nous sommes de la société civile active et des milliers universitaires. Nous voulons faire une proposition pour dire que l'on réunisse les autorités universitaires, les scientifiques, les professeurs d'université. On prend le politique, on prend les amis de la société civile. Nous prenons ceux-là qui sont la société civile diversifiée, vraiment dans toute sa diversité. On convoque une réunion à côté de l'autorité, de la ville, sans aller trop loin. Nous nous asseyons, nos propositions, nous les mettons sur la table. Ils amènent sur leurs propositions. Je peux faire cette présentation au cours de cette réunion-là. Nous discutons et c'est sûr que nous allons sortir avec des solutions. Que de penser que les solutions vont venir de l'extérieur. Parce que nous devons évaluer par exemple toutes les forces qui sont dans la ville. M. Vicard a parlé de la coordination. Comment est-ce qu'elles sont coordonnées? Nous allons arriver à quels résultats? Dans combien de temps? Parce qu'il faut évaluer les gens au fur et à mesure depuis qu'ils sont arrivés. Ça fait maintenant presque 1 mois, 2 mois. Quel est le résultat? On doit évaluer et faire le suivi. L'autorité locale doit nous dire aussi quel est son plan de contingence de la crise. Nous avons le droit de savoir. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dormir, nous nous réveillons, on ne sait rien. Nous sommes là, on monte, on descend, on ne comprend rien. Non, ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui peut se réveiller un matin et dire aujourd'hui, il y a marché. Bon, nous vous invitons à aller marcher. Bon, qui doit dire ça? En fait, nous voulons savoir. Donc, nous voulons avoir des orientations et nous sommes prêts à réfléchir avec les autorités. Ensemble, si on réunit toutes ces intelligences, nous pensons qu'on peut arriver à des solutions. Dans un bref délai, qu'est-ce qu'on peut faire pour se déplacer de guerre? Ah, se déplacer de guerre, nous venons de lancer nous, une opération. Et c'est pourquoi nous sommes avec M. Vicard ici. Umoja ni nguvu, ça veut dire, nous déjà, mon costume, moi je vais enlever le costume, je vais mettre. Pour vivre la guerre. Mais comment? Parce que je vous ai dit ici qu'il faut faire le vite. Ça veut dire qu'on ne doit pas faire comme s'il n'y a pas la guerre ici. Parce que nous sommes, vous voyez que nous circulons, les gens dansent, les gens boivent. Bon, nous prenons ça à la légère. Attends, moi je vous annonce, dans 8 jours, si ça ne tient pas, quand on va commencer à manquer de vivre dans les dépôts ici, c'est là que le maman j'ai tout est là, que les gens vont sentir. Parce qu'on a mangé un peu le matin. Hein. Imagine-toi, 2 jours, 3 jours, tu n'as pas à manger. Est-ce que tu vas rester dans ces salons? Tu vas ressembler à la guerre. Mais oui, forcément. Et donc maintenant, avant que cela n'arrive, prenez déjà des dispositions. Voilà, merci beaucoup, professeur Dr Kennedy Kirangi Bindu. Vous allez nous parler de ces dispositions à la conclusion de cette émission. Absolument. Dans l'entretien, j'accorde la parole au public. Je vous accorde seulement des questions parce que l'État nous file au dos. Je dis merci aux organisateurs de ces cadres. J'aurais voulu que l'on dise que l'honorable prince a la parole. Point. Qui est de dire qu'il a une question à poser. Mais plutôt, je prends la parole pour intervenir à ce sujet. Et donc, je voudrais commencer par féliciter le professeur Kennedy Kirangi Bindu pour la présentation. En présentant la cartographie, la carte de la ville de Goma, c'est vraiment attrayant. Si on se dit, j'ignore d'abord la suite des problèmes, je me limite à la cartographie, à la carte telle qu'elle est présentée de la ville de Goma, une ville
touristique, attrayante. Et lorsqu'il parle des questions de la présence des armées, une fois je suis intervenu, j'ai dit que la ville de Goma est devenue la capitale mondiale des armées. C'est une ville fortement militarisée. Et donc vous allez trouver une dizaine d'armées dans la ville de Goma. Et toute l'attention du monde est focalisée sur la ville de Goma. Goma compte beaucoup plus d'organisations internationales que toute autre ville de la RDC, après Kinshasa. C'est Goma. Et donc c'est une ville qui est internationalisée, la ville de Goma. Et c'est vrai, comme le professeur l'a souligné, on compare Goma à Kampala, on compare Goma à Kigali, on compare Goma à Bujumbura. Et des fois, Goma à Kinshasa, on dit, mais à Goma, on n'a pas ça, à Kinshasa, il y en a, il n'y a pas à Kinshasa, il y a à Goma. C'est que Goma, nous qui sommes à Goma, nous qui sommes de Goma, nous devons en être fiers. Et cela devait nous amener à être beaucoup trop jaloux de la ville de Goma, pour dire, nous voulons garder cette belle image de la ville de Goma. Mais par la force des choses, eh ben, nous vivons des situations difficiles. Et donc, je disais que j'appréciais à juste titre la présentation du professeur Kennedy, surtout quand il interpelle la conscience de nous tous. Presque 4 millions de personnes, d'habitants, dans une ville comme Goma, coupées de toute voie d'accès. Et s'il arrivait par malheur que, en tout cas je ne le souhaite pas, que les ennemis, les agresseurs quittaient Sake, venaient jusqu'à Goma, ceux-là qui ne voudraient pas être trouvés à Goma, ils s'orienteraient vers où? Ils iraient où? Si je ne sais pas, chez l'adversaire, chez l'agresseur. Et si nous y allons, quel sera notre sort? Que donc, aujourd'hui, nous, quand on demande à l'État congolais de prendre toutes ses responsabilités, il doit réfléchir 2 fois. Parce que si toutes les dispositions n'étaient pas prises et que le malheur venait, eh bien, c'est l'État qui enfin, il nous aura remis dans les mains de l'agresseur. Imaginez si on était bien traité chez l'agresseur, ce que sera le mental du peuple congolais en exil ou en déplacement, en refuge. Pour chuter sur la thématique, j'ai engagé cette campagne-là, comme le professeur l'a si bien dit, Tufana Nevita. Tufana Nevita RDC, c'est pour demander que le peuple congolais ressemble réellement à un peuple d'un pays en guerre. Mais si vous circulez sur la rue, vous ne pouvez pas imaginer, si vous n'êtes pas informé, la rue ne peut pas démontrer que nous sommes en guerre. Jamais. Mais c'est lorsque vous êtes informé, vous saurez que, ah bon, malgré tout ça, nous sommes en guerre. Mais ce que nous vivons, ce que nous traversons, c'est comme si de rien n'était. Pire encore, à Kinshasa et dans d'autres provinces de la République, c'est comme si on n'était pas une seule République. Et d'autres qui disent, l'Est est attaqué. Il y a une guerre à l'Est. Comme si ce n'était pas la RDC qui était attaquée, qui était en guerre. Et malheureusement, j'ai suivi le VPM quand il dit, écoutez, Kinois, ne nous amenez pas à des tensions dans la ville de Kinshasa pendant que l'ennemi, l'adversaire est à l'Est. C'est à l'Est où nous devons aller faire des tensions que de les faire ici à Kinshasa où il n'y a pas la guerre. Donc, on a suivi avec larmes aux yeux que l'on dise que la guerre n'est pas à Kinshasa, mais la guerre est à l'Est. Donc je soutiens en tout cas l'idée émise de dire l'union fait la force, nous devons compatir, pas par des paroles, mais par des actes. Qu'est-ce que nous faisons vis-à-vis de ces gens? C'est vrai, par rapport à la guerre, nous pouvons être animés d'un bon sentiment de dire nous voulons que l'on mette fin à la guerre, mais la bonne volonté ne suffit pas pour nous. On peut être animé de cette volonté qui est plus la guerre, mais ce n'est pas pour autant qu'il y aura plus la guerre. Il faut que l'État congolais, comme encore le professeur l'a souligné, que l'État congolais prenne toutes ses responsabilités. C'est malheureux aussi, c'est une inquiétude de constater que, à moins que vous n'ayez pas pensé à inviter les autorités de la ville, mais tel que j'ai suivi l'exposé, en tout cas si ça passait à la RTNC, c'est peut-être là où on peut avoir toutes les autorités. Que donc cet extrait de présentation
si l'extrait on l'amenait, même on payait à la RTNC, que ça passe à la RTNC, là au moins on suppose qu'ils seront en train de suivre s'ils ne sont pas orientés à la guerre, mais s'ils suivaient, parce que moi-même je suivais, et dans mon amour propre, j'étais vraiment touché, très touché. Et pendant que vous exposiez, je me demandais, est-ce la manière dont nous réfléchissons ici, est-ce ailleurs aussi, sur l'étendue de la République, il y a quelque part où on réfléchit aussi comme nous réfléchissons ici? Est-ce au niveau du gouvernement? On essaie aussi de faire une telle cartographie de la situation actuelle de la ville de Goma et de toute la région. Et donc je suppose qu'on peut considérer ça comme une note de plaidoyer, cher professeur. Si on prenait ça comme note de plaidoyer, on s'organisait en petits groupes, on sollicitait une audience auprès de l'autorité provinciale pour présenter ça. Mais que aussi ça ne se limite pas dans ces cadres ici, de CREDA, à l'ULPGL. Pourquoi ne pas aller à l'UNIGOM, dans des grandes universités, aller à l'IEC, convoquer même des élèves des écoles secondaires, 5e, 6e, leur parler de la situation actuelle. Parce que ça nous engage tous. Et tous nous sommes victimes, il l'a bien souligné. Et les familles d'accueil, et les familles qui sont venues, qui sont en déplacement, tous nous sommes victimes. Voulons-nous mourir tous ensemble ou voulons-nous nous sauver tous ensemble? Et donc c'est ça, cher professeur, la recommandation d'en faire une note de plaidoyer, de constituer un groupe de plaidoyer qui va devoir présenter les documents auprès de l'autorité provinciale, même urbaine, hein, le gouverneur, tout comme le maire de la ville. Et d'ailleurs, ce serait mieux que vous commenciez par le maire de la ville, et ensemble avec le maire de la ville, vous alliez rencontrer maintenant l'autorité provinciale, le gouverneur, mais aussi organiser des cadres pareils dans d'autres endroits autres que l'ULPGL. Là où on peut avoir accès à un grand monde. Pourquoi pas, par exemple, dans la salle Full Gospel, parler aux gens, on les invite, on discute, on présente la cartographie telle que ça a été fait. En tout cas, ça peut attirer l'attention de beaucoup de gens et ça peut même susciter un nouvel engagement dans les esprits des Congolais ou des gens qui habitent la ville de Goma. Sinon, merci pour l'intervention. Merci aussi pour FDAPID, représenté par M. Victor Batundi, parce que c'est vrai, nous l'avons suivi à la radio Okapi. Il est intervenu sur la question humanitaire, le fait que Goma est coupé de tous les milieux ruraux, il y a exode rural, on ne produit plus dans les milieux ruraux, tous on se retrouve ici, et ici il n'y a pas de champ. Il n'y a pas de champ à Goma. Et donc, je vole chez le voisin aujourd'hui, demain, lui aussi va voler chez autrui. Et ça sera un cercle vicieux de vol dans la ville de Goma. Parce qu'on n'a pas où aller en dehors de la ville de Goma. Tous, on reste dans la ville de Goma. Et donc, merci à l'initiative et nous pensons que notre disponibilité également est là dans le cadre de notre campagne Toufana Nevita RDC. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Je suis le commissaire supérieur Mokili Mungwakunko Matabishi. Je m'excuse parce que je suis venu un peu en retard. Je n'ai pas eu la chance de prendre ou de suivre tout l'exposé tel que présenté par les éminents facilitateurs. Seulement, je voulais directement appuyer le propos de l'honorable Prince Kiangi, qui a bien dit il faut vraiment une note de plaidoyer. D'ailleurs, lui considère que cette émission constitue déjà une note de plaidoyer. C'est là que je voulais un peu réagir un tout petit peu. Vous savez, dans un domaine aussi pertinent comme un domaine de plaidoyer, là où il y a des problèmes sérieux comme qui met des vies humaines en danger, lorsqu'on considère une émission comme une note de plaidoyer, oui, d'une part ça interpelle les consciences, ça appelle l'implication de l'autorité, mais d'une autre part, ça constitue un soulèvement pour les esprits faibles qui ne savent pas bien interpréter cette procédure, mais également sur le plan stratégique, ça donne une matière à l'ennemi
qui a tendance à présenter la RDC comme un pays qui n'est pas gouverné, un pays caractérisé par des antivaleurs. D'où je voulais atterrir en disant que la société civile devait considérer l'autorité pas comme un génie. Quand on devient une autorité, on devient le moins intelligent possible. C'est plus ça la considération que nous devons avoir si les autorités que nous avons. Comme vous me voyez en tenue ici, lorsque je suis votre commandant ville, retenez que je suis le moins intelligent possible et pour que je sois à même de répondre à vos besoins sécuritaires, j'ai besoin de vos contributions. Et pour que vous puissiez contribuer à ma manière de fournir la sécurité satisfaisante, ça ne sert à rien de commencer par les médias, de commencer par la rue. Nos portes ou les portes des autorités sont ouvertes pour recevoir vos intelligences au travers les différentes notes de plaidoyer que vous pouvez initier. À un moment donné, j'ai tendance à croire que c'est la société civile qui est, passez-moi les termes, qui est désignée d'une part, et ces désignations reflètent une certaine faiblesse, parce que la société civile que nous aurions besoin de voir, ça serait une société civile qui se réunit pour des questions d'actualité, et elle exploite chaque problématique une après l'autre, et envisage des solutions y afférentes, et cible des autorités susceptibles d'apporter des solutions à ces préoccupations-là. Mais depuis le début de la guerre jusqu'à ce jour, je ne sais pas dire que la société civile ne s'était pas activée pour ça, mais on sent plus la dernière démarche de la participation citoyenne qui domine le terrain. Ici, je parle de sit-in, de soulèvements, de villes mortes, de marches. Ça, ce sont de dernières procédures ou bien les dernières actions de la participation citoyenne. La meilleure participation citoyenne commence par l'étape de la complémentarité, d'où on se réunit, on amène une intelligence auprès de l'autorité. On considère que l'autorité a besoin de notre participation et il faut l'approcher. Si aujourd'hui, la note ici est initiée et que la société civile se constitue avec la société savante, avec les représentants de déplacés internes que nous avons, ils disent non, nous voulons vous voir pour cette thématique. Je crois que l'autorité sera heureuse de recevoir la contribution de sa communauté. Et ce n'est qu'à partir de ça que d'autres actions peuvent suivre dans les cas où on aurait identifié une mauvaise volonté de la part de l'autorité dans des propositions aussi sérieuses pour la reconstruction de l'État. Hein? Et donc je soutiens ça. Mais je voulais préciser aussi qu'il y a beaucoup de réunions qui se tiennent pour résoudre le problème, mais tout le monde voit le problème de sa façon. Mais s'il y a une synergie, une cohésion d'idées, une fédération de perception, je vous assure qu'on est à même de contenir la situation sans n'est-ce pas, aller directement à de grandes pressions. Il faut commencer par une certaine procédure de la complémentarité. Merci beaucoup. Moi, c'est Léon Eric Nzogu, étudiant, disons, en attente pour le master de Chang. J'ai une question. Compte tenu de la problématique de la guerre, ce que je constate est que la guerre est comme un business pour les autorités en défaveur, au détriment du bas peuple. Tel que l'honorable a signalé, c'est comme si c'est l'Est qui est en guerre et non la République démocratique du Congo. Et si on regarde bien, il y a même des compatriotes qui sont impliqués dans cette guerre afin de s'enrichir abusivement. Alors, nous, en tant que chercheurs, nous faisons de notre part en partageant notre réflexion pour interpeller leur conscience.
Alors je voudrais savoir comment est-ce que nous pouvons arriver à entrer dans la conscience des autorités pour qu'ils puissent arriver à comprendre que c'est notre affaire. La question de la guerre nous concerne tous et nous devons d'abord mettre à côté nos besoins personnels pour trouver la solution à cela. Car c'est comme si ils veulent que la guerre ne puisse pas terminer pour continuer à s'enrichir. Merci. Je suis Muganda Nzeki Géotride. Je suis chargée de projet de l'ULPGL. Ce n'est pas une question, mais c'est peut-être une recommandation. Comme les autres venaient de le dire, moi-même aussi je suis dans ce questionnement-là. Le professeur a bien exposé, il a donné la genèse, il a donné tout ce qui nous entoure, au point où ça m'a encore réveillé de tout ce que je suis en train de vivre, le cauchemar la nuit. Maintenant, j'étais en train de me demander, nous allons amplifier la pression diplomatique. Et toutes les pressions qui ont été faites, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous avons eu le temps de recenser? Quand bien même, bon, c'est pour tout, je peux dire pour tout, comme il l'a dit, le matin, quelqu'un peut se réveiller, il va dire, oui, aujourd'hui, nous allons marcher. Nous allons commencer à signer, c'est jusqu'à Sac. Est-ce que nous avons recensé et voir de toutes ces pressions-là, lesquelles que nous pouvons capitaliser avant que nous ne fassions cette note-là de plaidoyer? Et la note de plaidoyer, en quoi elle sera différente de toutes les notes qui ont déjà été faites? Et c'est là où j'étais en train de dire que peut-être une recommandation, avant que nous ne fassions cette note-là de plaidoyer, puisque le commandant aussi l'a encouragé, peut-être que si nous pouvons avoir l'occasion de recenser d'abord toutes les notes qui ont été faites, qu'est-ce qu'il y a eu comme réponse ou solution? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a apaisé les gens qui ont initié cette pression? Et à partir de là, quand on a fait un état des lieux, nous pouvons dire maintenant, notre note de plaidoyer, nous le circonscrions dans telle thématique et nous voulons aller voir les personnes censées être les détenteurs de solutions. Merci. Merci à vous tous qui avez à dire. Merci à vous également qui aviez des questions. C'était des questions intelligentes et vous également, les interventions étaient intelligentes. Professeur docteur Kennedy Kihangi Bindu, allez-vous commencer par ce qu'il y avait à dire ou bien ce qu'il y avait de questions? Oui, je vais d'abord partir de commentaires, exactement. Ah ouais. Et puis après, je vais rejoindre l'aspect de questions. Très bien. Alors, je trouve qu'il y a une symbiose en fait de pensée entre pensée de l'honorable prince avec celle du commissaire supérieur. C'est comme même le commissaire lui-même l'a dit, c'est une complémentarité. Mais d'abord, le trait d'union entre les deux pensées, nous mettons tous d'accord qu'il y a crise. Ça au moins, que ce soit de la part de l'honorable prince, que ce soit de la part du commissaire supérieur, nous considérons qu'il y a crise. Nous sommes tous d'accord. Et s'il y a crise, tout le monde aussi se met d'accord du fait que, comme il y a crise, il faut chercher une solution à cette crise. Ça, au moins, il n'y a pas de débat autour de ça. Mais ce sont les approches qui semblent nous éloigner. Les approches. Vous allez comprendre que l'honorable prince, quand lui parle, il parle en député. Moi, j'interviens comme professeur d'université, scientifique, enseignant et tout, avec toute nos théories et tout le reste. Lui, il vit la gestion de la chose publique. Pas l'indépité. Pas l'indépité. Donc, quand il parle, il sait de quoi il parle. Et une autorité publique ne dit pas tout. C'est-à-dire nous devons savoir faire la lecture au travers les lignes, ce qu'il est en train de dire.
Quand le commissaire supérieur parle, il parle à quelqu'un qui est en charge de la question de la sécurité. Et vous savez, vous n'avez pas oublié, il a fait une publication récente. Un livre intelligent sur la théorie des triangles sécuritaires. En parlant de civisme sécuritaire. Donc quand il parle de la question, la matière sécuritaire, il sait de quoi il parle. Et c'est là que moi j'apprécie ces interventions. Donc je ne me suis pas éloigné en fait de leur réflexion. C'est qui est déjà intéressant. Deuxième chose, c'est le fait que l'honorable prince estime qu'il faut qu'il y ait une démarche aller vers l'autorité. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas seulement ici. Il faut aller vers l'autorité et que la présentation ici soit faite devant l'autorité. Une note de plaidoyer. Une note de plaidoyer. Mais le commissaire dit non, la note de plaidoyer, nous pensons que ça, même déjà l'émission ici, c'est comme si on faisait une fausse presse. Vous voyez que non, mais vous donnez à l'ennemi l'information. Ouais, l'attention des sentiments sécuritaires, l'instinct d'ordre sécuritaire, que nous peut-être des fois on n'a pas. Nous, tout ce dont on a besoin, c'est la réponse. Et donc, savoir comment on est arrivé, bon, nous, ce n'est pas ça notre problème, parce qu'à chacun son travail. Nous, on peut voir les résultats, c'est une obligation de résultats. Nous constatons qu'il n'y a pas la sécurité. Bon, que les techniciens à cette matière-là réfléchissent et nous donnent la matière. Donc c'est là que nous pensons, monsieur le commissaire supérieur, donnez-nous l'occasion de rencontrer l'autorité. Donnez-nous l'occasion de rencontrer l'autorité. Parce que si nous faisons ça, des fois nous cherchons à rencontrer l'autorité, on ne trouve pas l'autorité. Donc, vous demandez, je vais vous rencontrer, pas d'audience. Bon, alors on fait quoi? La seule manière maintenant de nous exprimer, c'est au travers ces caméras. Mais on aimerait avoir l'autorité ici. Et nous fait la présentation, nous sommes prêts à aller rencontrer l'autorité et donner ces informations. Nous faisons vraiment une cartographie de la situation et nous pensons que si l'autorité nous accordait quelques minutes, juste 10, mon commissaire, juste 10 minutes, si vous pouvez plaider notre cause là-bas, dire que nous avons besoin d'autorité pour lui expliquer, nous présenter ça et nous allons faire des propositions. C'est ça la démarche, c'est ce que nous demandons. Très bien. Alors, même les chefs de l'État, s'ils parlent les commissaires, on peut voir le chef de l'État, ça nous ferait plaisir. Vraiment, on lui présente. Nous sommes, c'est Goma qui parle, c'est le Congo qui parle, c'est les citoyens congolais qui parlent. Vraiment, nous sommes là, nous vivons la situation. Madame a parlé de cauchemars, je ne sais pas si vous avez bien compris. Oui, madame dit qu'il y a des cauchemars la nuit. C'est-à-dire que les gens ne dorment même plus. Lui-même, vous avez été visiter cette nuit. À 2h. À 2h du matin, on a cambriolé sa maison. On a cambriolé sa maison à 2h du matin. C'est pas grâce que nous sommes avec lui ici. Il ne sera plus. Alors, c'est là que nous disons, donnons-nous l'occasion de parler à l'autorité. La note va suivre après. Donc, moi je suis d'accord qu'on aille dans les universités, qu'on en parle. Mais avant d'aller dans les universités, bon, peut-être Vicar aussi peut aussi nous aider pour faire les contacts avec l'autorité, vraiment qu'on fasse cette présentation, qu'on réfléchisse avec l'autorité. Ce que j'ai aussi aimé de la part encore du commissaire, il nous a interpellé, quand c'est trop fort, c'est très bien. Parce qu'il dit que nous devons considérer, quand on est une autorité, on doit considérer on ne doit pas se considérer comme si on connaissait tout. C'est-à-dire on doit être prêt à recevoir des autres. Et ça, c'est vraiment formidable. Ouais, formidable. D'ailleurs, moi-même, je suis déjà aussi autorité, comme maire de la ville de Goma en attente. Ça veut dire que c'est déjà une leçon. Quand je serai à la mairie, là, je saurai que je dois apprendre de la population. Je dois plus écouter et les propositions doivent venir de la population. Comment nous gérons notre vie? Donc, la question de la gestion de la sécurité, ce n'est pas seulement l'autorité. Nous sommes tous impliqués, nous devons apporter nos contributions. C'est là que je voyais le jumelage et la connexion des pensées, les croisements de pensées entre les deux autorités. Alors, les questions. Des questions. Monsieur, de manière brève. J'ai toujours été bref. Donc, de la part de monsieur l'étudiant Nzogou, Nzogou, lui, il s'est dit, la guerre ici, est-ce que ce n'est pas un commerce? C'est un business. Est-ce que les gens ne tirent pas profit de ça? Mais une question fondamentale dit, comment devons-nous faire pour pénétrer les consciences des autorités? C'est ça, je crois, le point saillant de sa préoccupation. Et pour moi, je pense, la bonne manière d'approcher et d'entrer dans les consciences de l'autorité, ce n'est pas en faisant ce qu'on est en train de faire comme une démonstration, circuler, sauter sur le mur, au point de se casser même les féminines. Moi, je crois que l'essentiel serait pour nous d'aller vers l'autorité. Poser la question. Je disais qu'on demandait des audiences. Peut-être qu'on a toujours demandé des audiences mal aussi. Parce que quand vous venez au gouvernorat, on misait ici, on vient en train de chanter avec de banderoles. Bon, l'autorité a trouvé comme une menace.
Alors que nous pouvons y aller froidement, calmement, on fait des demandes officiellement pour rencontrer l'autorité. Et il y a une manière de parler à l'autorité aussi. Une manière. Parce que si vous arrivez devant l'autorité et vous commencez à lui dire, vous êtes des commerçants. Donc, vous tirez profit de cette guerre. Vous vous enrichissez. Donc, déjà, même vous vous placez dans le même fauteuil. Quelle sera votre réaction? Donc, il y a une manière d'approcher l'autorité, il y a une manière de parler à l'autorité et d'amener l'autorité à comprendre qu'il y a un besoin. Peut-être qu'il y a des désinformations. Il y a aussi la désinformation qui peut aussi profiter à l'ennemi. Donc, je crois qu'on doit construire cette passerelle-là pour savoir comment côtoyer l'autorité, discuter avec l'autorité et qu'ensemble on trouve une voie de sortie. Madame Gétou, elle dit, docteur, madame Gétou, elle dit, il y a un souci, parce que le souci qu'elle soulève, si nous parlons de notes de plaidoyer, je crois que j'ai rencontré ça presque un peu, madame, en parlant de la note de plaidoyer, elle dit qu'il y a déjà eu plusieurs notes. Et d'ailleurs, vous savez, on nous a toujours accusé, nous les Congolais, on dit que les Congolais ne lisent pas. Donc vous risquez de faire encore la note écrite, elle sera déposée au secrétariat, n'arrivera même pas dans les signataires de l'autorité, ça arrive. Vous déposez là-bas, accusé de réception, on estime qu'on vous a déjà répondu. Parce que c'est ça, et nous avons déjà pris la culture au Congo. Quand il y a déjà les sons d'accusés de réception, vous estimez que c'est fini, l'autorité est déjà saisie. Pendant que ça reste au secrétariat, là où vous l'avez laissé. Ou même à la poubelle. Ou même à la poubelle, ça n'arrive pas dans les signataires de l'autorité. Mais vous brandissez accusé de réception. Non, c'est pas ça l'accusé de réception. L'accusé de réception, c'est une lettre de l'autorité et qui vous dit, j'ai reçu votre correspondance et à la question soulevée, voilà la réponse. C'est ça. Et donc, madame Justine, je serais peut-être tenté, comme vous, de dire, moi je pense que à ce moment ici, comme il y a des questions urgentes, ce n'est pas le temps de rentrer dans ces notes-là. Non, non, on rentrera dans ça après. Il y a une urgence. Et l'urgence, c'est d'aller rencontrer l'autorité, parler avec l'autorité, présenter ces tableaux ici, et réfléchir avec l'autorité pour savoir comment nous devons sortir de cette crise. Et donc les médias, c'est une des pistes. L'autorité va suivre cette émission. À coup sûr. Oui, et puis après, notre collègue de la société civile pourra demander pour nous cette audience, là-bas auprès de l'autorité avec l'honorable prince. Soit la salle ici peut acquérir l'autorité, on fait la même présentation, on peut faire ça ici, ou bien dans la salle du gouvernorat ou à la mairie. Nous sommes prêts, vraiment nous gratuitement, parce que nous avons pris quand même le temps de faire ceci pour la République. On ne demande pas l'argent. Cette émission ici, c'est une émission, on ne reçoit pas l'argent, mais c'est pour la cause de la nation. On les fait frauder pour la nation, pour nous-mêmes. Moi je disais que c'est pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour la nation. Donc nous sommes prêts à déplacer tout ce qu'on a comme logistique ici, aller auprès de l'autorité et faire cette émission, présenter ces tableaux là-bas. Voilà, monsieur Faustin. Cette fois-ci, vous avez été bref. D'accord, je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà, monsieur Vicard, vous avez un commentaire, s'il vous plaît, aussi d'une manière brève, si vous voulez avoir quelque chose à dire. Oui, merci. Peut-être je vais commencer d'abord par les contributions. Il y a l'honorable prince et le commandant ville Mokili qui ont donné des contributions, et ça c'est à saluer. Mais en voulant revenir sur la proposition du colonel Mokili, en fait, nous devons investir sur les customer dans notre pays. C'est-à-dire Customer care, c'est par rapport à la gestion de tout ce qui est protocole et consorts. Je l'ai dit, c'est par rapport à la manière dont le service de protocole ici, donc customer care, c'est la gestion de clientèle. Mais dans le secteur public, je me réfère au service des protocoles d'État. Le professeur l'a dit, vous pouvez introduire une demande d'audience et vous passez 2 mois, 3 mois en train de faire le suivi. S'il n'y a pas de trafic d'influence, vous n'en aurez pas. même 6 mois. Donc, il y a nécessité de travailler d'abord sur les agents de service de protocole. Qu'ils sachent qu'ils sont là au service du peuple et pas au service des personnes qui les ont nommés. Parce que quand ils sont là-bas, ils pensent que, en tout cas, il n'y a que leurs chefs qui ont à dire. Pourtant, ils doivent nous servir, nous, en tant que population. Et l'autre mauvaise pratique, c'est qu'il faut être toujours en veste pour rencontrer l'autorité. Ailleurs, ça ne se fait plus. Quelqu'un peut venir du champ avec sa roue aux épaules, je viens voir le gouverneur, parce que j'ai vu les ennemis dans les champs. Oui. Je viens lui donner l'information. Oui. Je viens, il va dire, mais c'est le gouverneur, voici la situation que j'ai cultivée, mais j'ai vu l'ennemi en train de creuser des fosses ici.
Donc, il y a vraiment, on doit y travailler aussi peut-être avec les professeurs. Très pour voir. important. Moi, d'ailleurs, j'étais en train de concevoir un module sur le customer care. Et là, ça doit commencer à la présidence jusqu'au niveau des entités territoriales décentralisées. Donc, c'est un travail à faire. Très bien. Alors, pour l'honorable prince, Tufana Nevita, Mini Shafana déjà vita. On en va la polo, c'est sûr. On va le veste. Kenchi ni jutu kimbie mzuri. Oui, allez-y, monsieur. Donc, c'est une campagne que nous devons soutenir aussi pour que le monde entier sache que nous traversons une situation périlleuse. Alors, il y a mon collègue du DEA qui a posé la question sur comment pouvons-nous inciter la conscience des autorités. Le professeur a répondu, donc nous devons multiplier les activités, les rencontres. D'ailleurs, nous sommes en train de développer une approche de dialogue interactif entre les autorités et les acteurs de la société civile. C'est-à-dire qu'on doit éviter de se regarder chaque fois à chier de faïence, à se considérer comme des adversaires. Nous devons collaborer. Parce que nous visons les mêmes objectifs. Nous tous, nous avons besoin de la bonne gouvernance, nous avons besoin d'un véritable état de droit, nous avons besoin de respect des droits humains, nous avons besoin de voir nos infrastructures être construites. Donc, le bien-être de la population. C'est ça notre cheval de bataille. Alors, on ne peut pas y atteindre cet objectif si nous travaillons en ordre dispersé, en solo, en se regardant chez des faïences. Donc, c'est une approche qui est en train d'accroître. Il y a déjà dans plusieurs provinces où nous accompagnons les réseaux dans l'organisation des rencontres avec les autorités. Et d'ailleurs, pour les régimes passés, il y avait un mécanisme efficace qui devait servir. C'était les entités territoriales, les entités de liaison des droits de l'homme. C'est un cadre qui réunit les organisations de défense des droits de l'homme, l'autorité et les agences du système onusien et tout et tout. Et là, on se réunissait en 2013, je me rappelle, une fois par mois, pour analyser la situation de manière globale de la province. On touchait les aspects des prisons et consorts. Et on apportait des réponses efficaces à certains problèmes. Mais du coup, comme ça nécessitait un peu les moyens, lorsque les ONG qui finançaient les programmes, comme c'est le cas toujours dans notre pays, on est toujours efficace dans le secteur où il y a de l'argent, où c'est financé par les ONG, alors qu'il y a des choses que nous pouvons faire comme ici, gratuitement, parce que nous sommes des patriotes. Donc, on doit s'y investir. Alors, madame a présenté une inquiétude avec des cauchemars que nous avons nous tous. Au fait, la pression diplomatique a produit des effets. Mais ce qui nous manque, c'est parce qu'on ne les documente pas. On n'a pas encore documenté tous les effets de la pression diplomatique. Aujourd'hui, notre pays était sous embargo sur les armes. C'est grâce au plaidoyer de la société civile, des dirigeants, que cela a été levé. Mais la question à se poser, est-ce que nous en profitons? Assurément. Donc là, peut-être il faut rencontrer les autorités pour qu'ils nous disent, depuis qu'on a levé cette mesure, nous avons déjà acheté, il y a des secours ici qui nous aident. C'est venu après réellement la levée de... Donc nous en profitons bien sûr. Donc nous en profitons. Donc c'est pourquoi je soutiens l'idée des colonels en disant on doit se rapprocher parce que ça va couper court aux rumeurs qui envahissent les réseaux sociaux. Alors toujours dans la documentation, même si on ne l'a pas faite jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui nous avons la possibilité d'écouter les dirigeants des pays agresseurs. Contrairement au passé, ils ne pouvaient pas parler. Mais grâce à la pression, leur site créé au Zénith, maintenant ils sont obligés d'éclater, jusqu'à demander même des terres dans le Kivu. Pourtant, on ne savait pas, jadis, leur cahier de charges. Mais aujourd'hui, on peut se dire, bon, ils ont comme cahier de charges la recherche de la terre. Et ça, ils n'en trouveront jamais. Donc il y a plusieurs, j'ai posté même si vous consultez mon statut, vous allez voir le message des États-Unis sur le décalage, les escalades de la guerre. Ok. Ils appellent les pays voisins à cesser avec la guerre. Ça c'est un message fort sur le plan diplomatique qu'on n'avait jamais
vit depuis que 30 ans, depuis que nous sommes dans la guerre. Donc la pression produit des effets, mais peut-être que c'est parce que nous avons besoin d'une solution immédiate qu'on se dit, mais nous sommes fatigués avec nos cauchemars, il faut qu'on trouve une solution urgente. Donc si nous amplifions la pression diplomatique, en changeant aussi la donne, parce que notre pays n'a pas un système robuste de lobbying. On doit construire notre système de lobbying. Et moi, je me disais, par exemple, avant les élections, on allait créer une structure officielle des lobbyistes congolais. Et on allait prendre, par exemple, les professeurs, comme les gens comme le prix Nobel de la paix, parce qu'il a déjà l'audience sur la planète. Il allait gérer cette structure. Mais aujourd'hui, il y a par exemple des pays, des petits pays comme le Rwanda, vous allez retrouver, ils ont des jeunes permanents, par exemple, au niveau d'Addis Abeba. Il faut des tours dans tous les bureaux. Donc, leur rôle, c'est de documenter la situation dans leur pays. Et chaque matin, il faut des tours dans le bureau pour dire, donc, ils voient les différents commissaires pour dire, voici la situation chez nous. Est-ce que vous pouvez prendre cette décision? Il y a d'autres qui sont à Banjul, à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Matin, midi, soir, il ne faut que mener le plaidoyer, le lobby en faveur de leur pays. Très bien. Même chose aux États-Unis, à New York, à Genève. Donc c'est comme ça qu'on doit commencer à réfléchir. Et l'État doit budgétiser ces lobbies. Ces lobbying pour que ça puisse produire des effets. Malheureusement, chez nous, vous allez vous rendre compte qu'il y a même des ambassades qui fonctionnent à peine. Mais il nous revient, encore une fois, de réfléchir davantage pour améliorer le système de lobbying dans notre pays, pour amplifier la pression diplomatique, parce que cette guerre peut se terminer avec une simple phrase. Cette guerre peut se terminer avec une simple phrase. Voilà ce que je retiens dans tout ce que vous aviez dit. Alors, selon vous, votre phrase me rappelle une petite question que je vais vous poser avant de prendre la conclusion de cette émission, Monsieur Vicard, Monsieur de Mastora Vicard. Dites-moi, s'il vous plaît, selon vous, pour mettre fin à cette guerre, vous pouvez promouvoir la négociation ou bien donc la guerre? Alors, c'est une question pertinente, et d'ailleurs qui fait couler encre et salive. Bien sûr. Mais moi, au niveau interne, je ne pense pas qu'aujourd'hui nous pouvons envisager le dialogue. Parce que le pays fait face à une agression extérieure. Donc, nous avons affaire à une guerre contre les États. Contrairement aux années antérieures, parce que je voulais vous rappeler ici, nous avons connu l'affaire de Sun City. C'était toujours dans le cadre des négociations. Nous avons connu la conférence sur la paix et le développement, tenue à Goma en janvier 2008. D'ailleurs, à l'INPGL. Nous avons connu des processus de paix, Nairobi, l'accord de paix. Donc, d'ailleurs, c'est dans mon travail, parce que je suis en train de mener une recherche sur l'impact des projets d'urgence et de développement dans ces 30 ans de guerre. Et là, j'ai déjà répertorié, donc dans la problématique, j'ai présenté tout ce que nous avons connu comme dialogue, à tous les niveaux, tous les accords signés, tous les cessez-le-feu. Et donc, c'est toute une page avec des dates précises. En tout cas, moi, à mon niveau, avec les niveaux actuels des revendications, on ne peut plus penser au dialogue. Plutôt, il faut amplifier la pression diplomatique et investir dans le lobbying. Pourquoi? La cause profonde de cette guerre, c'est le pillage de nos ressources naturelles. Qui pille? C'est le Rwanda, mais le Rwanda n'est qu'un commissionnaire. Alors il faut aller vers les pays qui utilisent les pays que nous voyons au premier plan. Et leur proposer, suivons par exemple le cas des Émirats arabes, avec la construction de la fonderie d'or au Rwanda. Vous construisez une fonderie d'or sans or. Et il faut penser à aller chercher chez les voisins cet or que vous allez mettre dans votre fonderie pour montrer à votre partenaire que nous avons de l'or dans notre pays. Avec la diplomatie agissante du chef de l'État, on a rompu ces partenariats. Donc on peut faire pareil dans tous les pays. On leur demande de ne plus passer par la fenêtre et de passer par la grande porte
pour venir négocier nos minéraux. Et comme ça, dans ces négociations, ça sera des négociations win-win, gagnant-gagnant, où on se dit, ok, vous prenez nos minéraux, mais construisez des routes. Très bien. Construisez les hôpitaux, construisez les écoles. Comme ça, on va commencer à se faire soigner chez nous. Quand le chef de l'État tombe malade, il va dans une brousse de la RDC pour se faire soigner parce qu'il y a un hôpital qui a tout l'équipement nécessaire. Pas en Belgique. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on doit commencer maintenant à mener les actions de plaidoyer pour amener ces grandes puissances à passer par la grande porte. Comme ça, nous allons coopérer. Et si les pays voisins veulent bénéficier de nos ressources, on va mettre en place des dispositifs pour que vous puissiez en jouir. En tout cas, voici la porte. Et on va vivre un peu dans la région des Grands Lacs. Selon M. Vicard, nous devons juste promouvoir la guerre, mais aussi la question diplomatique. Le 2. Voilà, on continue avec cette émission. Inspire-moi pour aujourd'hui. Professeur, je ne vais pas vous poser cette question parce que je connais déjà votre réponse. Là, avec vous, on va directement à la conclusion de cette émission. Merci beaucoup, M. Faustin. Oui. On a un projet. Parlez-nous un peu de ce projet parce que M. Vicard, c'est lui qui va en conclure. D'accord, merci beaucoup. En fait, le projet que nous avons, nous voulons passer directement à des actions. C'est en fait ça. Et les actions, c'est ce que nous avons annoncé, l'opération Umoja Nguvu. Nous sommes à Goma avec 4 millions d'habitants maintenant, aujourd'hui. Avec ces 4 millions d'habitants, il faut une réponse immédiate à cette crise. Alors, ceux qui sont venus, qui nous ont trouvés, nous, les familles d'accueil, en fait, le degré de vulnérabilité, il est différent. Ah oui. Ceux qui nous ont trouvés dans la ville, ils sont plus vulnérables que nous qui étions dans la ville. Et donc nous qui étions dans la ville, il nous faut d'abord accompagner ceux-là qui sont venus. C'est là que nous pensons qu'avec l'opération Umoja Nguvu, nous allons devoir collecter ce que nous pouvons avoir. Ça veut dire des habits que nous pouvons avoir. Celui qui a un sac de riz, un sac de pommes de terre, si on peut encore en avoir dans la ville. Si on peut avoir du sel et tout, nous allons collecter ça. Et nous sommes avec notre collègue Vicard. C'est au niveau de son organisation qu'on va devoir déposer toutes ces choses-là. Nous allons lancer cela publiquement par aussi les réseaux sociaux. Deuxièmement, nous pensons qu'au travers, nous voulons aussi lancer l'appel aussi à la communauté internationale, d'abord la diaspora congolaise, si elle peut aussi nous venir en aide. Aussi, nous demandons à toutes les personnes de bonne foi, notamment la FEC, ça veut dire tout cela que nous avons comme les notables de la ville, les différents opérateurs économiques, de nous venir en aide, de déposer ce qu'ils peuvent avoir, soit que vous avez des chaussures que vous ne mettez plus, ça peut aider, on donne, on dépose. Et troisièmement, nous pensons que si avec cette même opération, il y a une implication forte des étudiants ici, ça serait bon, des églises, ça serait bon, et nous allons nous fixer un jour, nous aurons à déposer ces choses auprès de ces différents compatriotes. Nous avons parlé de 4 sites aujourd'hui, au moins 4 sites d'hébergement de ces différents... 4 grands sites, parce qu'il y a les autres. Exactement, il y a d'autres sites. Nous allons nous orienter par un programme que nous allons communiquer comment aller déposer là-bas. Donc nous pensons que ça serait déjà une bonne initiative. Voilà, quelles sont les stratégies de récolte? Comment est-ce que nous allons faire pour atteindre les étudiants? Comment est-ce que nous allons faire pour atteindre la diaspora, pour atteindre les autorités, les personnes de bonne volonté? Il y aura une note, comme on l'a dit, il y aura un programme qui sera élaboré. Ce programme sera élaboré, nous allons dire comment est-ce que nous allons devoir procéder. Nous allons lancer l'appel. L'autorité va recevoir la même note aussi, pour que l'autorité aussi contribue à cela. Et vous savez que l'organisation d'ARPID, c'est une organisation très sérieuse, nous n'avons pas à craindre. Ça veut dire le fonds, le bien qu'on aura quand on va déposer là-bas. Et les gens seront saisis même par un compte bancaire. Tout ça, s'il y a quelqu'un qui a 1000 francs, tout ça, il va déposer et ça pourra arriver à destination, nous allons voir. Très bien, professeur. Monsieur Mastora Vicard, comment est-ce que ceux qui sont déjà prêts peuvent faire pour vous atteindre et comment faire pour contribuer? Voilà, merci beaucoup. Nous en avons l'expérience de cette matière parce que la solidarité doit commencer à la base. Et nous avons eu à gérer une épidémie en Toto avec l'honorable Prince Kiangi. Et donc on avait mobilisé les gens, il y avait des contributions. Et par la suite, on avait acheté les médicaments et les acheminé en Toto.
jusqu'à ce que, après, il y avait déjà 11 personnes qui étaient décédées de l'épidémie. Mais grâce à cette opération de solidarité nationale, parce qu'il y a même des ministres au niveau national qui avaient contribué. Et donc nous allons utiliser la même approche et faire un peu le jumelage avec l'approche proposée par les professeurs, parce qu'on ne doit pas le faire seulement au niveau local, même au niveau international, parce que la solidarité elle est plus internationale. S'il y a les frères et ceux qui sont dans la diaspora, il y a des partenaires qui veulent contribuer. Il y a ceux qui peuvent utiliser le M-Pesa, donc Airtel Money, donc le Mobile Money, mais également ceux qui auront besoin, par exemple, des comptes bancaires, parce qu'il y a quelqu'un qui peut vouloir envoyer plus de 10 000 $, même 100 000 $, ça arrive. Mais là, nous invitons beaucoup plus les personnes ayant un peu de moyens, surtout les Congolais, parce que dans d'autres pays, quand il y a ce genre de situation, on répertorie même toutes les personnes qu'on peut considérer comme des riches. Donc il y a une classe de la classe bourgeoise. Et là, ils peuvent dire, moi par exemple, s'ils sont à 100 personnes dans la ville de Goma, quelqu'un qui peut avoir la possibilité de donner 2 000 $, fait le répertoire, on se dit, il y a tel, si on le contacte, au niveau de la FEC, nous identifions déjà, au niveau des les pétroliers font partie de la FEC. Donc on peut faire ça, la cartographie d'abord des grands contribuables, et on peut toquer sur leur porte. Peut-être ils peuvent être sensibles à la question. C'est limité dans le temps? Oui, parce que c'est une urgence. Et face à l'urgence, l'efficacité de l'aide tient compte du temps. Parce que vous pouvez m'amener un biscuit aujourd'hui, alors que j'en avais besoin hier, ça n'aura plus de sens. Peut-être que j'aurais déjà succombé de la famille. Donc il est urgent que nous puissions amorcer les processus pour voir si d'ici là, dans une semaine maximum, si on peut déjà collecter une bonne quantité d'eau. Le professeur s'est limité seulement à 4 sites, mais il y en a d'autres comme Nzulo. Donc on pourra disponibiliser la cartographie de tous les sites qui ont accueilli la nouvelle vague de déplacés internes. Même Mugunga? Oui. Voilà, professeur, nous sommes presque à la fin de cette émission. On est en train de chiter petit à petit avec Inspire-moi d'aujourd'hui à l'École des valeurs républicaines. Avez-vous à dire en termes de conclusion dans cette émission? Merci beaucoup. En termes de conclusion, c'est de dire que nous cherchons à travailler sur la problématique de la sécurité alimentaire en ville de Goma. Et cette problématique de la sécurité alimentaire ne trouvera pas seulement solution au travers d'une assistance humanitaire. L'assistance humanitaire, elle est ponctuelle. Mais plutôt, nous devons aller dans le sens du durable. La durabilité voudrait donc que nous puissions ouvrir toutes les voies d'accès par rapport à la ville de Goma. Je disais que c'est une question très urgente. Et je voudrais ici appeler principalement le gouvernement à agir vite, mais aussi la MONUSCO, parce qu'il y a toutes les forces et qu'on peut arriver dans une semaine à ouvrir toutes ces voies-là. Nous demandons, c'est vraiment fortement, nous demandons qu'on puisse nous ouvrir ces voies là-bas. Et aussi, le deuxième élément, c'est d'interpeller nos consciences, nous tous, à comprendre que nous sommes dans une période particulière, exceptionnelle, au-delà du caractère de l'état de siège. Et ça rajoute une autre situation très, très exceptionnelle de prise en charge de la population. Et donc, il faudrait que l'approvisionnement dans la ville se fasse, parce qu'il y a même des voies aériennes. Il faut que ça se fasse vite. Et ne pas oublier qu'il y a des villes qui dépendent aussi de Goma. Bukavu, déjà, ça devient aussi un problème parce qu'il y a des produits qui viennent de Goma vers Bukavu. Donc, nous voulons que l'autorité vraiment s'investisse dans cela. Troisièmement, nous voulons sortir pour aller parler à d'autres compatriotes pour présenter ces tableaux que nous venons de faire ici. Nous sommes prêts à aller faire la campagne. Nous allons d'abord solliciter l'autorité pour aussi présenter ces éléments. Quatrièmement, nous allons nous retrouver dans une prochaine émission, ici, la semaine prochaine, Dieu volant. Et dans la prochaine émission, justement, que nous aurons soit à recevoir M. Vicard pour nous parler de son expérience, lui et son organisation, comment ça se passe, comment est-ce que dans ce genre de crise, dans ce genre de situation, on doit se comporter. Il pourra en parler. Voilà, en grosso modo, l'essentiel de ce qu'on voulait atteindre comme résultat au cours de cette émission. Je tiens aussi à remercier cette audience qui a répondu à l'invitation que nous avons lancée. Je dois vous dire que nous avons aussi saisi d'autres autorités de la ville, ont reçu régulièrement cette invitation, mais n'ont pas répondu.
Donc, quelques autorités qui ont senti déjà le besoin de venir participer, nous les remercions fortement, et tous les autres, mais continuons à parler pour que notre pays ne soit pas toujours ce que les autres ont toujours pensé. Nous sommes un État fort, un État dynamique, une population forte, avec une énergie formidable. La population de Goma est une population très résiliente, et je voudrais dire à tout le monde de l'humanité que écoutez, les Congolais n'est pas n'importe quoi. Voilà, merci professeur d'avoir joué des rôles aujourd'hui. La préparation pédagogique, mais aussi orateur, nous en remercions. Je vous en prie. Monsieur Vicard, avez-vous une question à laquelle vous aimeriez répondre, mais nous n'avons pas eu la chance de vous la poser en termes de conclusion? La question à laquelle je peux répondre, c'est peut-être dire que ce n'est pas seulement Goma qui est asphyxié aujourd'hui. Je nous informe que déjà à Massissi, un sac de sel, du sel coûte 3 000 francs. Allez-y comprendre que quelqu'un qui vit des activités champêtres, et le régime des bananes, ils sont en train de pourrir dans la brousse, et puis il doit acheter un sac de sel à 3 000 francs, donc c'est dramatique. C'est pourquoi l'idée de la proposition d'ouvrir tous les axes fermés, en tout cas c'est une extrême urgence, et ça doit nous préoccuper. Donc nous devons en même temps continuer à soutenir nos forces armées, que la population soit derrière les forces armées de la République. Nous devons soutenir nos dirigeants. Dans d'autres pays, vous ne pouvez pas injurier les dirigeants d'un pays. Si vous êtes ami, par exemple, à moi, et que vous injuriez ou vous critiquez négativement mon pays, en tout cas, à la minute, je serai là pour mettre notre amitié de côté et te mettre entre les mains de la police. Donc, c'est ça le patriotisme. Nous devons aimer notre pays de telle sorte que partout où nous passons, nous devons positiver tout ce qui est positivable. Et s'il y a des choses qui ne marchent pas, allons vers les autorités, mais les autorités doivent aussi nous ouvrir les portes. Voilà, monsieur Vicard, monsieur Mastora Vicard, merci beaucoup d'être venu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que ce ne sera pas la dernière fois, comme l'a annoncé le professeur, nous serons encore avec vous prochainement. Bien sûr, je suis déjà master, je suis doctorat. Ah bon? Doctorat Vicard. Voilà, je vais rectifier, je l'appelais Mastora, donc c'est doctorat Vicard. Voilà, professeur, merci beaucoup, monsieur doctorat Vicard. Merci beaucoup. Grand a été notre honneur de vous accompagner dans cette émission qui a été vraiment très longue. Merci, si vous avez suivi d'ailleurs jusque-là, nous vous disons grand merci. Merci à vous également, très cher public, de vous être rendu disponible pour cette émission. Merci à vous, honorable Prince Kiangi, d'être venu. Merci également à vous, commissaire supérieur Mokili, et les autres qui sont venus pour cette émission. Travaillons toujours au service de la nation, parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres dire pour toujours. À tous et à chacun, au revoir.